Salut tout le monde. Coucou. Hello. Ça va Clément? Ça va Woody? Oui, ça va. Aujourd'hui, on fait un épisode très spécial parce qu'on a une invitée très spéciale. On peut dire c'est la boss finale même. Ouais, c'est la final boss des derniers Worlds. Exactement. Bon, de toute façon, à chaque fois, on fait comme s'il y avait un mystère, alors qu'en fait, dans le titre, c'est toujours marqué avec qui on fait On l'épisode. pourra mettre MVP 2025 MVP mondial. ouais. Des Puis mondiales. comme ça, on de aura, taille, ouais. ça laissera un tout petit peu de suspense pour ceux qui n'ont pas suivi. On est avec Elodie Martini. Coucou. Hello, hello. Ça va, Elo? Ça va, tranquille. Ouais. Alors, on remet dans le contexte, les gens ont un peu compris, mais on est en train d'enregistrer le podcast pendant le tournoi de l'Épiphanie. Oui, toi tu vas bientôt devoir aller jouer d'ailleurs. On va. Ouais, et donc il y a un moment où je vais partir. Peut-être je peux. Oh, le vieux rat qui traverse un pays. Ça c'est Quelle horreur. Ouais, la question c'est est-ce que nous on va aller voir ton match en fait. On fera ça, on sort, on va voir ton match, on on aura continue le à micro. discuter pendant que je fais mon match. Je garde le micro. Puis non. Bah, si. Je vais vous laisser un petit moment de parler, le temps de faire On va mon petit venir voir match ton et match. ça va aller très bien. Donc on est à l'Épiphanie. On est en train de faire notre petit épisode. On va pas parler 3 heures de l'Épiphanie parce qu'on a déjà parlé 1000 fois dans l'épisode machin et tout ça. Mais je voulais quand même savoir, genre, toi c'était quand ton premier Épiphanie, Elodie? Ta première Épiphanie? J'ai un premier Épiphanie, mais c'était je me souviendrai pas de l'année. Hein. Ouais. Mais c'était il y a 8 ans, je pense. Quand t'étais déjà à Strasbourg. J'ai toujours commencé le polo. Enfin, j'ai commencé le polo à Strasbourg. Donc, du coup, j'ai Comment toujours ça? J'ai commencé le polo à Strasbourg et ensuite, je venais de Clermont-Ferrand à la base. Ouais, moi j'étais persuadé que t'avais commencé là-bas. Non, j'ai commencé à Strasbourg en Ah, 2011. d'accord. Donc, j'ai toujours joué à Strasbourg et de temps en temps, j'allais jouer à Clermont quand je rentrais voir ma famille. Ok. Alors attends, remets les trucs dans l'ordre parce que moi ça me perd déjà. Toi, t'es originaire de Clermont-Ferrand. C'est ça. Ta famille est de là-bas. Ouais. Ok. Et à l'époque, il y avait Ben Rêve donc qui était déjà là-bas aussi. Ouais. Et lui, il avait commencé à Clermont-Ferrand. Lui, il a commencé à Clermont. En fait, on s'est rencontrés à un moment où moi, je suis redescendue sur Clermont pour voir ma famille. Ah, mais donc t'étais déjà à Strasbourg voilà. Et je faisais revenue. déjà du polo et je suis allée voir le polo à Clermont justement parce que je voulais voir un peu la communauté. C'était l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de tournois et c'est là où on s'est rencontrés. Ok, d'accord. Ça, j'avais pas le truc. J'étais persuadé que vous aviez commencé que vous étiez les deux membres initiaux de Clermont-Ferrand et que vous aviez migré à Strasbourg. Non, c'était Ok, bien d'accord. déconné. Hein, ouais. Mais donc toi, t'es la première joueuse de l'histoire de Strasbourg? Est-ce que je suis la première? Oui, je suis la première joueuse de Strasbourg. Ouais. Incroyable, t'as fondé ton club. J'ai vu la fondation de mon club. À l'époque, c'était un groupe d'amis, on faisait du pignon fixe. Ouais. Et du coup, j'étais là, je gravitais, j'étais la copine d'un des gars qui faisait du polo. Ok. Et du coup, j'ai commencé à graviter avec eux jusqu'au jour où j'ai eu le droit de commencer parce que c'était un peu son délire. Ah. Et le jour où j'ai commencé, il a arrêté. Ah ouais, Ouais. Nice. Et vous avez arrêté le jour où il a commencé aussi? Enfin, toi t'as commencé, ça a arrêté votre relation? Ou c'était déjà fini avant? Non, je crois que ça s'est terminé un peu après. Mais ouais, c'était un petit peu Donc lui, en toi t'as corrélation. commencé à jouer, il Ouais. a arrêté de jouer et après vous êtes séparés. C'est Ok, ça. nice. Ok. Nice. Moi, je me souviens juste de certains blazes, genre, je me souviens de Poulet, Poulet, qui est toujours là, ouais, Maxime Poulet. Kant ou Kent. Alors Kent, lui, il a commencé plus tard, mais c'était Bobby Kent. Ah, Ah oui, Bobby Kent. Kent. Et ouais, la Ok. Julien, ouais. Bah, c'est les seuls blazes que j'arrive à Ouais. remettre dans ma mémoire sans aller rechercher, sans aller fouiller. C'est les de deux seuls avec Strasbourg. qui on a voyagé parce que le reste du temps, on était. Enfin, le club était quand même assez gros. Il y avait Cyril aussi. Ok. Je pense que Ça, j'ai pas de vous l'avez visage vu. là-dessus, Hein. Et après, on était beaucoup de joueurs qui jouent encore à l'heure actuelle. Enfin, jouent. Ils reviennent de temps en temps. mais t'es pas la seule OG à Strasbourg. Alors, je suis la seule qui joue, mais je suis pas la seule qui a un vélo. Voilà, si ça peut aider. Ah, un vélo de polo. Un vélo de polo dans la cave, quoi. Oui, d'accord. Ah ouais. On n'a pas de terrain, donc on joue pas, ouais. Ok. Attends, là vous jouez plus. On joue plus, ouais. Depuis 2022, il y a Ok. plus de tournoi, il y a Ah, il y a plus plus du tout de Parce polo. d'entraînement. qu'attends, déjà le terrain, il était quand même crusty. Ouais. Ok, Mais c'était- celui-ci, ça vous fait avez- longtemps qu'on l'a abandonné. Ok, parce que nous, quand Ouais. on est venu gagner, je viens de le voir, en 2014 avec les Wolfgang, Quel mais tireur sans de couverture. sans Quentin, avec Johan à la place. C'est pour ça. On est venu à Strasbourg jouer, c'est la seule fois où j'ai fait un tournoi là-bas. Le terrain était, nous Ouais. on était là, waouh, c'est beaucoup de route, c'est beaucoup de route pour jouer Ah, sur. parce qu'il était vraiment pas super praticable finalement. Bah, il était crust. Après, à jouer pour toi local, t'es content d'avoir ça, je pense. Ouais, il Mais- était bien, mais c'est vrai que pour les standards de l'époque, ça commençait à être trop limite. Ouais, Ah ouais. En fait, la qualité du sol, il me semble, Mm. principalement. Ah ouais, parce que justement, j'ai regardé des photos en préparant l'épisode et je me disais, mais
c'est quand même du gâchis. Enfin, je voyais les palissades Ouais. et tout ça. Je me dis le terrain. Pourquoi il n'y a jamais eu de vrai tournoi là-bas? Enfin, il y en a Il y eu a un petit peu. Bah oui, on l'a gagné. Voilà, il y en a eu. On a fait 3 tournois et on a Pardon. aussi fait des Wow. qualifications. Ouais, mais du coup, je me disais dans une timeline plus proche de maintenant, c'est presque dommage, quoi, qu'il y ait en plus quelqu'un qui est là-bas et un terrain à dispo. Mais donc, effectivement, s'il est pas super praticable, ça répond un peu à Mais ma question. c'était principalement la qualité du sol. Oui, le en fait, il grain y avait du des sol. arbres aussi autour Oui, qui puis avaient les poussé, racines, ça faisait des racines. Oui, fallait. Après, quand on a commencé à Ah. pratiquer, il était bien, mais il s'est détérioré très vite parce que la ville l'entretenait pas. Ouais. Et du coup, au final, il était aussi loin parce qu'il était à 40 minutes Oui, du je me centre-ville souviens. à vélo. Parce qu'il était dans un village à côté. Et de toute façon, depuis, il a été détruit. Ils ont agrandi le skatepark, ils ont détruit le terrain street hockey. Ouais, hop, ciao. Voilà. Donc, Bon, il y avait que vous qui jouiez. De toute façon, il n'y avait pas de street hockey. Si, il y avait les street hockeyeurs Ah ouais. qui venaient l'été. Ouais. Mais C'est eux, une- ils ont aussi C'est des une ville de crédits. hockey, Strasbourg? Ouais, c'est une ville de hockey. Ah. L'Étoile Noire. Hein. L'étoile noire, il s'appelle. C'était Stylé. stylé. Waouh, l'étoile noire, tellement bien. T'arrives Ok. à savoir en quelle année t'as commencé? Ouais, 2011. 2011, ouais. Été août 2011. Ok. Putain, ça. Ça fait 15 ans. Eh ben voilà. Voilà. On y est. Et là, moi, j'ai regardé justement parce que je crois que la première fois que je t'ai vu, il me semble, après, voilà, je vais pas faire confiance à ma mémoire, mais c'est à Bâle pour moi. Et à Bâle en 2013. Ouais, 2 ans après, ouais. Ouais, c'est un tournoi qui était un peu spécial parce qu'il y avait un terrain indoor avec un terrain outdoor. Le terrain indoor, il était en revêtement de Comme à Tours, hein. Ouais. Les petites dalles en plastique. petites dalles en ouais, plastique. ouais. Et moi, j'avais été, pour le coup, mon premier souvenir de toi, tu jouais avec 2 gars. Poulet et Bobby Kent. Bah voilà. Incroyable. Et pour moi, j'avais déjà remarqué qu'en fait, tu les drillais. Enfin, t'étais beaucoup à parler sur le terrain, à parler hors du terrain, à leur expliquer des trucs. Et tu viens de me rappeler que t'as chialé parce qu'ils t'ont laissé dans la cage pour jouer contre Edison, alors que t'étais clairement déjà Raconte la ça. meilleure de la team. Et que je pense que racontez-moi par ça. principe, Mais ils étaient très forts. Enfin, en tout cas, Bobby Kent, lui, il avait un bon driving de balle. Contre Edison, c'était dur parce qu'ils avaient aussi un physique. Et du coup, Bobby, pour le coup, c'était vraiment il pensait que c'était sa force. Et du coup, il s'est rendu compte que, il s'est pris Eddie. Je me sens qu'il a dit, c'était comme si un bus m'avait roulé Il n'y a dessus. pas beaucoup de monde qui avait le physique pour jouer contre Eddie, c'est sûr. Et donc, il jouait pas du tout. C'était l'époque où on jouait aussi avec la force. C'était l'époque où on pouvait faire tomber les joueurs, les autres options et tout, ça n'existait pas. La bonne vieille époque. Et donc, du coup, je sais qu'il me laissait pas sortir et ça m'avait frustrée parce que je voyais qu'on pouvait peut-être construire quelque chose avec juste des passes, alors que eux, c'était vraiment on prend la balle, on va tout droit et on fonce, voilà, comme à l'époque. Et je me sens juste qu'il m'avait fait la remarque. Alors, je tiens à rétablir la vérité, ils ont été hyper supportifs avec moi tout le reste du temps. Hein. Mais c'est eux, par exemple, qui m'ont appris à faire des blocs, etc. Parce qu'ils étaient dans les entraînements très solides. Et ils m'avaient dit, si tu veux sortir de la cage, t'as qu'à devenir meilleur. Et là, je m'étais dit, ah ouais. Et c'était mes meilleurs amis de l'époque. Hein. C'est toujours des très bons potes. Ça, tu l'as pris comment sur le moment? Je suis quelqu'un qui fonctionne pas forcément aux encouragements négatifs. J'aime pas du tout qu'on me crie dessus, qu'on me dise, hey, mais pousse! Mais je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que tu le prends? Bah alors là, mec, tu vas voir. Et du coup, je me suis entraînée. Tu les as dead. Ah bah. Ouais, c'est particulier de savoir Mais du coup, qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à bouger ou pas, s'il faut que ce soit positif ou négatif. Toi, tu dis que elle avait déjà le lead moi, le statut de capitaine un peu à ce moment-là? Alors c'est bizarre parce que je m'en souviens pas comme ça, parce que je me sens que je me sentais la moins technique de mon équipe à ce moment-là. Ouais. Et ça a été le cas pendant longtemps dans ma carrière, mais j'avais pas encore eu le déclic. Le déclic, pour moi, je l'ai eu il y a quelques années au niveau du fait de driver, de comprendre que l'intelligence de pouvoir lire un jeu pouvait apporter dans le polo tout autant que des skills individuels comme des pivots, des raclettes, des choses comme ça. Mais moi, je pense que le souvenir que j'ai, c'était vraiment... C'était pas forcément un discours sur la stratégie précise à adopter, mais vraiment un speech motivationnel et puis vraiment des trucs que moi j'entendais pas. Nous, on était un peu dans notre tête avec Wolfgang à l'époque, donc on jouait avec Manuel Lou, et puis on était sûr d'être hyper bon, et puis on n'avait pas on aimait beaucoup parler, mais on n'avait pas quelqu'un qui prenait comme ça le lead, et moi ça m'avait déjà impressionné à l'époque. Ça. C'est vrai que je me souviens de ça, mais du coup c'est avec eux aussi que tu avais fait ton premier Epiphanie? Non, je crois pas, parce qu'à ce moment-là ils avaient déjà arrêté. Mon premier Epiphanie, je crois que je l'ai fait avec McFly et Guillaume de Strasbourg. Ouais, d'accord. Voilà, j'étais venue ici pour ça, mais pour rebondir sur le côté parler, en fait, à l'époque, nous, aux entraînements à Strasbourg, quand il y avait des entraînements, on mettait en place des stratégies, vous en parlez beaucoup dans les podcasts, des noms, comme ça on crie. Ouais. Nous, on avait le petit dragon, c'est le premier, donc pas celui qui porte la balle, mais il y en a un qui traverse, il va faire le tour de la cage. Oui, la patrouille de France. Et on lui fait, et on lui fait la passe. Donc je pense qu'il y avait ça. Le Woody, c'est Woody, essayez de l'appeler le Woody, mais un petit dragon. Alors, c'est pas moi qui l'ai appelé
s'appelait le Woody. Ok. Et voilà. Et puis les garçons étaient assez, vu que c'était un peu fun, vu que ça sortait, on se retrouvait après les rides, etc. pour faire du polo. Il y avait encore ce truc de se motiver les uns les autres. Presse-le, c'est un citron, ce genre de choses. Et du coup, vu que c'était un peu pour rigoler. Presse-le, c'est un citron. Moi, je l'ai sorti aussi. C'est énorme. Presse et du coup, c'est resté, ouais. Ok. Donc, Super, mais alors du coup, on va parler un peu de tout ton parcours avec les équipes, les vraies équipes que tu as eues après ça. Mais du coup, je rebondis là-dessus. Toi, tu le matérialises quand, ce switch de mentalité quand est-ce qu'elle est née, Élodie Capitaine? Je pense qu'elle est vraiment née, définitivement avec Malabar. Ok. Pour moi, c'était le moment où on a commencé à faire des équipes à 4 et du coup, il fallait vraiment un capitaine. Et du coup, c'est le moment, je pense, dans le polo, où j'ai senti que le rôle du capitaine, ou en tout cas moi, c'est là où je l'ai vu, qu'il y avait vraiment un rôle de coaching, d'entretien. Après, tu peux juste rappeler qui y avait dans Malabar. Alors dans Malabar, il y avait Brice, Mas, Martin et moi. Du coup, c'était pour les saison 2023. Ouais. 2023, c'est ça. Mais je me souviens d'avoir déjà eu une introduction un petit peu à cet esprit de capitaine, de coacher son équipe et d'accompagner tout au long du tournoi, même dans les temps off, son équipe. Quand j'ai fait les qualifications nord-américaines, j'y étais c'était en 2016, je crois, 2014-2016. J'étais allée jouer les Hells... C'est à la suite de Guadalajara? Non, c'était après le Ladies Army, je crois. Eh ben, le Ladies Army, c'était pas au Mexique? Celui que j'ai fait avant à San Francisco. T'en as fait plusieurs, ouais. J'en ai fait plusieurs. D'accord. Et du coup, là, je me souviens que j'avais joué avec Joey Alverson et Daniel pour les qualifications. Et du coup, là, lui, il était vraiment... il disait, bon, là, maintenant, c'est 50% de son énergie. Après, il était, maintenant, on est à 70%. Ok, maintenant, on est dans les qualifications. Il était, maintenant, tu dois manger ça. Tu manges pas de sucre, tu manges ça. Tu bois de l'eau. Je veux que tu bois tant de ta bouteille. Joey, Joey, c'est celui qui a joué avec les Beaver Boys après le départ de Joe Burge. Ouais. Tout à fait. Et Joe, ils ont remplacé un Joe par un Joe. Il a vécu à Genève un moment. Moi, il avait des théories sur absolument tout. Et des trucs un peu creepy aussi sur sur comment draguer, tout ça. C'est pas grave. Il était là, alors, j'avais pas besoin en plus, mais il me parlait quand même de ça. Et on marchait au bord du Rhône, puis il y avait beaucoup de filles, puis il disait, regarde et tout, quand il y a un eye contact comme ça, si elle a fait ça, c'est que t'as fait ça. Je disais, waouh, man, t'as vu? Non, mais le gars coachait sa life. Ça m'étonne pas du tout que tu dis ça. Et sur les pick-up, lui, il était très fâché de certaines choses. Par exemple, nous, on scorait dans la cage, on scorait dans la cage vide, et lui, ça le rendait fou. Lui, il essayait toujours de dire, non, mais maintenant, on fait ça. Ou je sais, il avait des théories sur même les pick-up, il fallait les jouer de telle manière, il fallait compter le score comme ça, c'était ouf. Je me souviens avoir parlé de Pierre Delamarre aussi à propos de lui, qui du coup le côtoyait beaucoup à San Francisco. Ouais. Et je me souviens qu'il disait qu'il était pas grand fan du gars parce qu'effectivement, lui, il était très ricain dans la tête. Vraiment, il était persuadé et il le disait très fort qu'il était le meilleur joueur du monde, le champion du monde, etc. et que personne pouvait l'atteindre. Ce qui est vraiment, une mentalité spéciale, à part. Mais pourquoi pas? Voilà, après, il y avait des choses qui fonctionnent. Enfin, en tout cas, j'ai gardé, de toutes les rencontres que j'ai fait dans le pôle, j'ai gardé les choses qui me semblaient les meilleures à chaque fois. Les conseils de drague, donc. Ouais, absolument. Visiblement, ça marche très très bien. Puisque je suis seule. Ta première vraie équipe dans ta tête, c'est quoi? J'y ai réfléchi justement. Et en fait, ma première vraie équipe, c'était Femmes de Voyous, quand même. Parce que du coup, c'était aux alentours de 2014, je pense. Ouais. Et c'est la première équipe avec qui j'ai fait les championnats du monde. C'est avec qui? J'ai joué avec Pauline de Paris et Margot. Ouais. Voilà. Margot Joncheret? Non, pas Margot Joncheret, l'autre Margot. Kenvière. Ah oui, Kenvière, voilà. Ouais, pardon. Et du coup, on a joué toutes les trois et on avait cette idée qu'en fait, on pouvait montrer que les Flinta pouvaient aussi jouer en équipe et réussir. Et on n'a pas fini dernière au championnat du monde. Mais voilà, c'était la première saison que j'ai faite avec une équipe. Et donc ça, c'était vraiment je sais plus comment on dit, mais le concept de base, c'était de dire, nous, on fait une équipe de meufs et on va vous démonter avec notre équipe de meufs. En tout cas, on va prouver des choses avec ça. Ouais, c'était la première fois. Je pense qu'il y avait ce concept derrière. Je me rends compte que c'était peut-être déjà un peu précoce pour l'époque, parce qu'il y avait même la notion de tournoi mixte n'existait même pas à cette époque-là. Tout à fait, ouais. Mais ouais, on s'était dit, je pense que vu qu'on se voyait souvent au tournoi, qu'on s'appréciait, on s'était dit, vas-y, on le fait. Ça n'a pas été une réussite en termes de résultats, et aussi parce que c'est compliqué quand tu habites dans des villes différentes. Et après, j'ai enchaîné sur Rucus. Et ça, c'était le même concept aussi, c'est la même volonté de base? Je me suis demandé justement. Ouais, Rucus, il y avait vraiment cette volonté. Avec Daniel, notamment, qui elle avait vraiment cette notion de, en fait, on va devenir champion. Enfin, c'est vraiment elle qui m'a mis dans la tête. Non, mais en fait, il n'y a pas de limite.
la seule limite que tu te mets, elle est dans ta tête. Ah bah elle s'est entraînée avec Joel Overson aussi. Bah oui, visiblement. Et à l'époque, Emmett aussi, tu vois, qui est dans cet esprit-là. Et je pense qu'elle a mis un switch dans ma tête. Parce que moi, je me mettais tout le temps des barrières en me disant ouais, mais mon niveau individuel me permet pas d'aller plus loin, Par etc. contre, là, je veux couper. Woody, je vois des gars qui portent ton maillot. Ton maillot qui sont prêts avec leur vélo. Je gère. Ouais, ok. Donc je pense que c'était... voilà. Avec Daniel et Johanna, la différence, c'est que Johanna, c'était aussi une ancienne joueuse. Donc elle avait déjà ce réseau, ou en tout cas cette sûreté dans le polo, où elle avait déjà un certain niveau. Hein. Et Daniel, elle avait cette volonté de devenir une championne du monde. Donc du coup, avec les deux, moi, j'étais plutôt l'élément central, un peu plus calme. Mais là, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc qui est possible. Super. Donc, j'y vais. Ouais. Vous voulez continuer à parler sans moi Je sais pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, mais après, si on dit des trucs qu'on doit te dire, non, mais ça en a déjà parlé, ou on va voir le match et puis on garde le micro. Ouais, vas-y. Puis comme ça, on garde le micro comme ça. Oui, puis comme ça, on peut. Alors attends, je coupe juste le rec. Bah non. Si. Non, vous voulez continuer à parler on va te cheat pendant que tu joues. T'es chaud. On regarde ça avec toi. On va faire un petit commenting. Ouais, comme on fait juste 2-3 cams. C'est pas mon coaching positif, ça, Clément. Déjà, il est en retard comme d'habitude. Ouais. Attends, mais comme ça, on pourra parler de plein de trucs. Changer de chaussures, mettre mes gants, le casque. Mais c'est drôle parce que vous deux, vous avez fait partie aussi de mon évolution de carrière. Mais non, mais alors toi, tu dois le dire que quand Woody il est pas là, parce qu'après, il va prendre encore plus sa grosse tête. Non, mais Woody, il fait partie. Bah, bien sûr. Puisque, notamment à l'Épiphanie, c'était quand je crois qu'il y a 3 ans, je lui avais justement demandé toutes les références pour préparer les Worlds avec les Worlds à Perpignan. Hein. Je lui avais demandé toutes les vidéos qu'il avait pour le coaching, parce que je savais qu'il était vachement dans l'organisation du jeu. Hein. Et donc parce qu'il avait des vidéos de coaching, vous dites Non, mais j'avais commencé à regarder The Last Dance sur Netflix. Hein. C'est le truc avec Michael Jordan. Mais oui, et du coup je savais que lui, en fait je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il avait toutes ces théories avec le basket, et je me suis dit en fait ce serait peut-être intéressant de comprendre et de voir si lui il avait d'autres références sur lesquelles je pourrais me baser. Hein. Et du coup il m'avait conseillé Coach. Sur Netflix, et du coup je les ai toutes regardées pour comprendre un petit peu comment tu vois, il est même pas sur le terrain. Bah ouais, il est où? Il arrive, c'est Bouchard qui met la pression. Ouh. En plus on est goal ref. Il est en live hein. Et voilà, et c'est Valette qui prend le ballon. Mais c'est quoi? Bon là ça va être un match si Jules et puis les deux zigotos là ils sont à fond comme ils l'ont été tout à l'heure, ça va être plié. Il n'était pas réveillé au premier match. Ah deuxième match, moi j'ai vu le premier. Moi j'ai vu le deuxième. Bon, là ça peut payer fort là. Ah bah là, Woody, boum. Waouh. Ah bah là, home run. La balle, elle est... la balle déjà. On va pas la chercher. Non, elle est trop loin. Donc il t'avait balancé des vidéos à Perpignan pour cette année, des derniers Worlds quoi. Les avant-derniers Worlds. Les avant-derniers Worlds. En fait, on était ici à l'Épiphanie, je lui ai demandé s'il avait des références et je me suis dit je vais regarder ça. Et du coup, j'ai regardé les vidéos très sérieusement parce que vu que c'était la première année que j'allais être capitaine et c'était la première équipe. Alors Didier par exemple, quand j'avais joué à Lexington, c'était vraiment une équipe où on était là, vas-y, t'y vas, vas-y, on y va. Ouais. Là, pour le coup, Malabar, on s'était vraiment retrouvés tous ensemble. On veut une équipe sérieuse, on veut vraiment gagner les Worlds. On s'était pas donné de limite. Et donc du coup, je m'étais dit, vu que je suis peut-être pas la plus forte, je savais que j'étais bonne gardienne, parce que c'était l'année à l'Épiphanie où justement on avait fini en finale contre Emmett, Dodi et Lucas. Ou Josh, je sais plus. Mais du coup, je m'étais dit, je vais m'entraîner dans là où je suis la meilleure. Et vu que je suis la gardienne et que je suis plutôt forte à parler, maintenant je veux dire des choses qui sont utiles. Ouais. Et donc j'avais étudié tout ça quoi. Bouchard il siffle un avantage. Pour l'instant il voit pas le jour la team de Charles. Je pense que là Woods il distribue bien donc fin d'avantage. Avantage faute de crise je pense. Si derrière vous c'est beau. Ok, et ça t'a été utile les vidéos? Trop. Ah ouais, trop. Mais j'ai appris trop de trucs. Michael Jordan notamment, c'est le meilleur joueur, c'est le joueur le meilleur individuellement et son coach lui dit en fait tout le monde s'attend à ce que tu shootes donc tu vas faire une passe. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner cette saison-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça. Dans le polo, on croit toujours que c'est le buteur, le meilleur qui va faire l'action. Et c'est le genre de moment où il faut changer le rythme. Et du coup, c'est là où j'ai compris pourquoi est-ce qu'au polo, on faisait le triangle. Ouais. Parce que du coup, c'était en basket qu'on met ce triangle en place. Tu dis un triangle offensif ou défensif? En offense. Ouais. De toujours tourner à 3, de toujours avoir un dernier qui est proche de sa défense. Premier tir pour l'équipe de Charles, mais là ça peut payer fort. Non. Ouais. Comment il s'appelle? Woody les deux. Bien joué.
Il est tranquille à la cage, un petit double goalie. C'est le meilleur goalie du monde, Woody. Ça, il l'a dit aussi. Hein. Il est bon. En fait, il drive aussi. Hein. Il est nul au goal, mais il fait du... il est un peu parallèle à la cage, quoi. Par contre, là, c'est payé, là, c'est goal, là. Et vas-y. Oh, mais oui, dommage. Chloé qui part seule, sous les encouragements de Woody. Mais voilà, il a loupé sa passe, regarde, Chloé, elle est seule. Alors là, si elle y arrive... Oh non, elle a loupé, dommage. Bon, elle a pas fini, elle a encore la balle, il faut qu'elle fasse une passe au centre. Moi je te dis, Vincent, il est pas encore dedans. Regarde ça souffle. Vincent, ça souffle ou quoi là? Attention, mec. C'est bon, il a récupéré la balle. Vincent avec la balle. Pivot, demi-tour, il voit Yul. J'étais partagé sur le reportage sur Michael Jordan parce que je trouvais que, enfin, pas sur le reportage en tant que tel. Je trouvais que non, j'étais partagé évidemment sur Michael Jordan lui-même. Je trouve que le reportage il est bien parce qu'il te montre que c'est pas du tout quelqu'un de sympathique. Oui. C'est un peu une merde et que il a vraiment cet esprit one man team et que justement le moment où il peut faire cette passe pour win, c'est tellement exceptionnel qu'il fasse une passe et qu'il n'y aille pas lui que c'est ça te montre aussi le mindset qu'il avait et c'est gagné à tout prix. Hein. Il était à moitié fou quoi. Mais je pense que c'est ça aussi des fois qui manque dans le polo, c'est que chacun veut briller individuellement, alors que si on se dit ok, c'est quoi le but final? Si c'est de gagner, faut être prêt à tous les sacrifices. Ouais. Et genre au Worlds, c'est ce que je me suis dit. À un moment, je me suis dit je suis à la cage. Clairement, si je veux jouer maintenant, je suis pas dans l'énergie, je suis le meilleur dans cette position-là. Si je veux servir mon équipe, je vais pas bouger d'ici. Okay. Et par contre, je vais les driver parce que à l'époque, Martin était moins fort en défense qu'il l'est aujourd'hui. Il avait moins ce rôle-là. Et avec Brice, eux deux, leur dynamique, c'était vraiment l'attaque. Ouais. Et du coup, c'était Mas et moi qui assurions la défense. Et je savais que je bougerais pas de la cage. Ouais. Ouais, tu faisais le meilleur de ce que tu prenais le meilleur de ce que tu pouvais sur le moment-là. Tu jouais avec les meilleures armes possibles. Surtout à un certain niveau, c'est encore ok quand tu te sens dans le match, quand tu as pris l'énergie, des rounds, etc. Mais dans des phases où tu veux continuer à progresser et pas perdre le game, si toi tu te sens plus, que tu es fatigué, que tu suis plus au niveau des skills ou que t'as pas de réussite, autant te mettre en défense ou sortir. Ah ouais, bien sûr. Donc le but c'était on mettait un but et après il fallait stock de défense quoi. Prends ton tir. Ouais. Oh là là. Je les colle, j'ai dit prends ton tir, il a tiré. Ouais. Là, leur premier match a été assez dur à Woody. Vraiment, ils ont eu du mal, mais là... Mais je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Là, tu regardes, elle tourne. Non. Genre, ils vont pas dans le même sens. Non. Là, elle va derrière la cage. Parce que là, il fait toujours ça. Hein. Il fait la petite passe au centre. Qui, Charles, tu dis? Ouais, Charles, il fait toujours cette petite passe. Il tourne derrière la cage et il la pousse juste pour le centre. Voilà, c'est un petit peu... Bon, là, ça peut payer encore, une attaque de contre-1. Il est tout seul, là. Ça va être compliqué, là. Oh, putain, il a... Mais elles se lèvent toutes, toutes celles de Wood, elles se lèvent là. Ouais. Et là, il a le bon tir parce que des fois, dommage. Là, il a bien calibré le tir, ça veut dire qu'il peut se faire confiance. Peut-être faire attention à nous. Ouais. Et du coup, tu vois, l'autre équipe, ça leur permet de... Ils veulent toutes faire pareil, du coup. Il va revenir tout est sifflé pour finir. Le truc, c'est que s'il gagne après, peut-être qu'il va rejouer vite. Il devrait pas gagner. Ah oui. Si, il devrait quand même gagner, c'est bien. Bien sûr, évidemment. Là. Je ne comprends pas pourquoi Bouchard est sur son téléphone, là. Tu veux dire en tant que ref? Ouais. Il est probablement en train de prendre des notes. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il est en train d'essayer de régler le score ou le temps. Hein. Non. C'est pas une télécommande? Si, c'est une télécommande, regarde. Il regarde à la fois le screen... Non, il regarde le match et la... Ok. Il y a peut-être Zoé qui a un problème. Hein. C'est quand on est papa... Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est sympa de voir Vincent avec ce côté offense, tu vois. Ouais, où il se sent vraiment sûr de lui pour le faire. Oh, je trouve que ça lui va bien. Pour moi, il doit encore... il n'a pas encore dans ce tournoi trouvé son rythme, Vincent. Tu veux dire dans le tournoi hein? Ouais, là aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est son 3e match. C'est un peu dur de trouver avec de nouveaux teammates qui ont vraiment un style différent. Après, il faudra qu'il y ait un goal ref parce qu'on nous va retourner finir l'épisode. Ouais. Hein, Bernard, tu vas rester la goal refée? Merci. Ouais, tu peux. Oh Dommage, c'était bien. Ouais. Du coup, ça fait combien là? 1 partout. Chambé, mec. 1 partout. Mais c'est étonnant, j'aurais imaginé qu'ils aient plus de facilité de l'équipe de Vincent. Hein. Ouais, mais je te dis, moi, Vincent, il a pas encore trouvé son game. Pourtant, dans leur jeu, tu vois, les passes, etc., ça a l'air d'être très correct. Hein. Peut-être qu'ils mettent un peu trop de force dans ce qu'ils font. Hein. Ils ont pas besoin de pousser autant. Hein.
Il ferait mieux d'être un tout petit peu plus précis. Attaque. Vas-y, avance. Oh là là, derrière, vas-y, Wood, derrière, tu l'as. Oh, dommage, elle a bien défendu ça. Il a baillé au corneille. On a une petite ambiance sonore, une petite interlude musicale. Ouais, on est prêt, Et ça joue. Chloé avec la balle. Ouais, dommage. Regarde le centre, Woody. Oh, wow. Bien joué, ça. Putain, il avait le temps d'aller la mettre. Ouais. Surtout qu'elle était vraiment sur sa ligne, c'était pas mal. Hein. Dommage parce qu'il avait vraiment ils sont à le 3, temps. là, ils vont faire une erreur. Faut que juste qu'elle se place bien. Oh là là, vas-y, Woody. Là, c'est ouvert. Il le sait, ouais. Super passe. Oh, dommage, Chloé. non, dommage. Encore. Yes, vas-y, Woody. Ah. Voilà, il a lâché, il a eu. Mais non, mais il veut pas non plus s'en prendre un deuxième, il y a égalité là. Mais arrête ces scoops de merde. Oh, bien joué. Oh. Non. C'est bon, ouais, super, Ouais. safe, Woody, safe. Ah, tas de Non, y'a caca. rien. Toujours pas. Ouais, c'est bon, Ellie. C'est affreux. Dommage. Ça, c'est pas beau. Ah, il y a but. Ah, 2-1. Ah, il va être chafouin le reste de l'interview. Va falloir faire attention à ce que tu dis. Hein, je peux te dire. Eh ben, bravo. C'est comme ça qu'on doit y aller. Ils peuvent égaliser. Combien de temps? Ah, dommage. C'est ma faute en vrai. C'est entièrement ma faute. Le deuxième, putain, il se croit devant moi. Les deux, c'est ma faute. C'est pas grave, mais. C'est pas grave, on est vraiment en train de progresser. Même si on a perdu celui-là, on est en train de progresser par rapport à nos 2 premiers matchs. Vous êtes en train de prendre, on est en train de les 3 prendre les bons espaces et aller vers l'avant à chaque fois. C'est super. Continuez comme ça. On fait semblant qu'on n'a rien vu. On va l'attendre. On fait comme si on avait fait l'interview en entier. Et c'est là que je lui dis « Ah, salut, Woody, t'es de retour !» Alors, chier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai gagné. Ah bah ouais, c'était C'est tout ce que le podcast retiendra, je pense. Que j'ai gagné ce match. T'auras un sacré, Contre Juicy Jules et contre Charles et contre Vincent. t'auras un sacré montage à faire. On les a dead avec Dommage un but en parce moins. que ça partait bien. Hein. Ça partait pas mal, mais c'est bien, ils jouent bien les deux. Hein. Ah ouais, c'est super. Mulot et Chloé, là, ils sont super. Ouais, le goal qu'il met, il est trop beau. Il est trop beau, ouais. Et toi, t'en croques un à côté, là, dommage, parce que tu pouvais rentrer dans Croque celui à côté et en plus, je leur file presque le dernier, quoi. Parce que là, tu pouvais rentrer dans le goal avec la balle, hein, quand t'as pris ton tir, mais c'est pas grave. Je suis d'accord. Joli en tout cas. Vous allez Allez. être la mauvaise surprise de demain matin, ça. Exactement. Le pire scénario possible. Alors, je reprends mes esprits 30 secondes. Ouais, alors nous on a regardé tout ça, hein, c'était très bien. On a parlé brièvement de ce que tu as apporté. Bah, tu pourras, de toute façon, si tu coupes tout, on le répétera rapidos, mais de le moment enfin, faudra regarder la qualité aussi, parce que plein de gens sont venus nous embêter. Il y a Quentin qui arrive encore nous embêter. On a brièvement abordé le moment où elle a voulu sériosifier les choses avec Malabar, puis qu'elle t'avait demandé conseil sur des trucs de coaching. Puis qu'elle Ici avait- d'ailleurs, non? Ici, ouais, Ouais. à l'Épiphanie. Ouais. Ben, du coup, c'était le moment où on avait joué avec Brice et Martin. Exact. Et le- fête finale. Ouais. Tout simplement. Ouais, Et le grosse finale. document qui te passe, c'est quoi, t'as dit Bah, moi, j'avais déjà regardé The Last Dance. Ouais. Et du coup, il me parle de l'épisode sur les coachs sur Netflix. C'est l'épisode sur les coachs. Oui. mais Ouais. C'est la série, c'est une série en fait de coachs ou d'entraîneurs qui expliquent quelles sont leurs stratégies avec leurs équipes ou leurs athlètes. Puis un peu, il me semble qu'il y a Doc Rivers, il y a Mourinho, il y a un peu Ouais. dans tous les sports en fait. Ok, C'est c'est un peu marrant, tu m'en as pas parlé ça. Et moi, j'ai En vrai, surtout pas. accroché sur celui où il y avait les entraîneurs individuels Ouais. qui parlent notamment, genre une entraîneuse pour le tennis qui explique, Ouais. ou je sais plus quel autre sport, elle explique à ses filles que par exemple, si tu as un moment où t'es pas bien dans ton match, où t'as perdu, en fait, tu dois déterminer et tu dois te cadrer sur le temps qu'il te faut pour lâcher prise vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'il te faut? T'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être pas bien, mais tu le communiques à ton équipe. Et ça, je me sens que ça m'avait beaucoup aidé pour Malabar parce que on a tous des caractères différents. Je sais que Martin, par exemple, est hyper dans l'empathie, il va essayer d'être hyper positif et ça, c'était quelque chose qui nous aidait beaucoup. Mais par exemple, Brice, à un moment, il y a eu un craquage, notamment contre Hot Wheels. C'est une équipe qui était insupportable à jouer. Et on C'était avait Jackie Hot beaucoup de Wheels. Ah, tous difficultés. c'était les Italiens, il me
semble, c'est ça. Et on perdait tout le temps 8-0. Et ensuite, on se retrouve à Berlin et je me sens on perd. Et Brice, il sort, il est vraiment pas bien, mais il sort de son match complètement et il sort du tournoi en fait dans sa tête. Ouais. Et là, on se dit, ok, il faut le rattraper. Et là, je me dis, ok, bon, je vais le voir et je lui dis, c'est ok d'être dans cet état. Par contre, on est en équipe et maintenant, tu dois juste nous dire, là, à nous, combien de temps il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ailles mieux. Et ça, du coup, je l'avais appris grâce au truc. Et du coup, je lui ai dit, ok, t'as 20 minutes. Dans 20 minutes, on vient te revoir, on en rediscute. Mais pendant 20 minutes, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais dans 20 minutes, tu travailles ton truc. Quoi. Il faut juste que tu sois prêt dans 20 minutes à switcher ton mindset pour être nouveau dans le match. Parce qu'en fait, on a tout un tournoi. Et si ça reste, ça va pas marcher. Je pense que ça, c'est un très très bon exemple de le coaching. On a souvent l'impression de ce gars ou cette personne c'est un génie ou une génie parce qu'il a donné le bon play à sa team tactique pour faire le truc à ce moment-là, alors qu'en fait je pense que c'est clair que ça c'est genre 80% du taf, ce truc, ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire. En fait, c'est même pas genre je vais pas te donner la solution pour que tu ailles bien, je vais pas te faire machin, par contre je vais juste t'accompagner pour que tu dises les trucs et qu'on cherche la solution ensemble et qu'on trouve un truc ensemble, quoi. C'est clair. C'est hyper représentatif. Et c'est juste aussi de dire que c'est pas parce que t'as eu un éclat de faire rentrer le bon joueur au bon moment ou machin. Exactement. C'est beaucoup plus on va se souvenir de ça parce que t'as fait tel play ou tel play. Mais en fait, c'est beaucoup plus sur le long terme aussi, comment tu manages les gens avec qui t'es, et puis comment tu leur parles, et puis comment tu, Je pense que ma stratégie, moi, en tout cas, comment je vois le polo, parce que je pense que quand je vous entends parler, j'ai aussi des tactiques où on met en place des modèles un petit peu sur le terrain. Mais en tout cas, sur les équipes que j'ai depuis un certain nombre d'années, quand je pense à Didier, Malabar et du coup ma salade Didier ici, en fait, je pense pas que mon rôle il se mette dans le fait de faire des stratégies comme Alphonse par exemple, qui sont très formelles, où on va dès que tu as la balle tu fais ça, etc. Ça sera plutôt donc comment est-ce que je vais faire pour emmener chacun de mes joueurs, ou en tout cas que chacun d'entre nous s'emmène dans le meilleur de notre jeu, et du coup comprendre quelles sont nos faiblesses, quelles sont les choses qui nous font vriller et qu'est-ce qui nous fait jouer notre meilleur jeu. Et du coup avoir cette espèce de positivisme dans le jeu, en dehors du terrain et sur le terrain. Et ça c'est pour ça que maintenant je joue aussi rarement avec plein de nouvelles personnes, parce que je me suis rendu compte que là où j'étais la meilleure, c'était avec des gens en qui j'avais confiance et avec qui j'avais une réelle attache en dehors du terrain aussi. Ouais, puis c'est important le travail de fond qui est fait une saison, après 2 saisons, après 3 saisons. C'est souvent dommage, c'est pour ça que moi je trouve dommage, tu vois, ce genre de... je prends pour exemple Lizards là par exemple dans le truc, c'est super ce qu'ils ont fait de se séparer, puis là ils vont se remettre, puis ils vont tenter des choses, mais je trouve que on verra comment ça se passe, mais moi j'aurais tendance à dire que peut-être qu'ils seraient plus avancés dans leur carrière, dans leur move de team aujourd'hui s'ils avaient déjà fait les 2 saisons ensemble finalement, plutôt qu'à aller chercher des trucs à droite à gauche chez tous les meilleurs. Peut-être qu'on va me donner tort à ce moment-là. Ils vont peut-être tout souiller. Puis peut-être que c'était vraiment en fait la clé du truc, de faire ton stage de 2 ans chez d'autres personnes. Je pense que ça peut aider. Par exemple, je pense à Lévin. On a souvent critiqué sa façon de jouer qui est très individuelle. Où il pense qu'il est le power play et que du coup c'est son rôle. Au final, je pense que maintenant, avec la saison notamment à Taïwan, là, il a peut-être pris conscience qu'il avait besoin de ses teammates et du coup qu'il avait besoin de gens qu'il a confiance. Et je pense que la façon dont il a confiance en Auguste et le respect qu'il a pour Lisa aussi fait qu'il est obligé, quand il est avec eux, de se mettre en retrait et de faire des passes. Donc, peut-être que ça va être un carcan bénéfique pour lui. Est-ce que juste Vas-y. Parce que là tu parlais de confiance et de vos équipes au long cours, tout ça. Est-ce que toi t'as senti, c'est spécifique comme question, mais t'as senti chez Punch ce qui aurait pu changer entre les Euros et les Worlds? Parce que moi, j'ai trouvé qu'au niveau de son niveau de jeu, il y a eu une progression. Il a retrouvé un truc qu'il avait avant et qu'il avait moins eu à Perpi, qui vous a coûté un peu. Est-ce que tu sais ce qu'aurait pu se décliquer chez lui? Est-ce que tu sais si c'est lié à quelque chose que tu as vu, ou tu sais juste Alors, je sais pas s'il y a eu un vrai déclic de sa part, mais je pense que nous, peut-être en tant que coéquipiers, on a eu un déclic. Parce que, notamment en défense, je me suis rendu compte que lui, c'était un joueur qui adorait garder la balle. Tu vois, quand il est sur la première ligne, quand il est premier défenseur, si quelqu'un passe avec la balle, il va pas le lâcher. Il y a pas de je prends ton cul et du coup de relais. Et donc, en fait, il faut le laisser faire ça. Du coup, on a eu ce team meeting où on a fait un team meeting. Et c'était vraiment, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui fait que tu prends l'énergie et qu'est-ce qui fait que tu arrives dans ton flow, dans ton jeu? Et lui, il a dit, moi, c'est quand je suis premier là, je vais à la joute, je dois prendre des shoots et ensuite je dois rester dans ça. Et nous, on lui avait dit, suite aux Euros et aussi à Lyon, on lui avait dit, en fait, il faut que tu te fasses confiance.
on veut devoir prendre des gros shoots. Et je pense qu'il était dans l'idée de nous faire gagner confiance. Ouais. Nous dire, regardez, je suis un bon teammate, passeur, je suis un bon passeur, je peux être bon en défense. Ça doit lui faire du bien de se le dire aussi, même d'ailleurs. Et je pense qu'à partir du moment où on était à Taïwan, on s'est dit, non, mais en fait, t'es le meilleur dans ça. En tout cas, vas-y, prends plaisir, vas-y à fond. Et quand il était en défense, moi je lui dis non mais maintenant c'est toi, parce que je savais que si j'essayais d'aller prendre son cul etc. En fait tu te marches dessus, tout ce qui s'est passé aux Euros et à Lyon. Donc en fait on s'est dit ok lui il est dans son jeu de défense individuelle, dans son jeu d'attaque individuelle. Il voulait qu'on lui fasse des relances hautes pour les passes. Il voulait que en défense on le laisse tout seul. Et en fait on s'est chacun adapté au jeu des uns et des autres. Et je pense que du coup ça lui a laissé la place. Ouais, je sens mieux parce que c'est un truc tu vois c'est un mix des deux quoi. C'est vous qui vous adaptez et lui aussi qui change son mindset par rapport à vous, c'est ouf. Ça, ce team meeting, vous l'avez fait entre les Euros et les Worlds ? On l'a fait, alors le team meeting, on l'a fait aux Worlds. Il y avait au Worlds. Ouais, juste avant, on s'est pris un café 2 jours avant. Ouais, café. Voilà. Après, on a construit tout un... Même si c'est un peu invisible, moi je suis allée à Bruxelles, donc j'étais avec Baptiste un week-end, et puis après je suis passée à Lyon. Enfin, en fait... On a quand même construit des moments off des liens, qui sont super importants. Et du coup, quand on était à Taïwan, on a quand même passé une semaine ensemble avant, où on mangeait ensemble. On est même allé faire du sport. J'ai la preuve vidéo. On est allé courir ensemble. Ouais, là c'est comme c'est sérieux. Voilà. C'est signe que t'as de l'ambition à côté. Et ensuite, on s'est pris un café. On a juste discuté de notre vision du polo, de ce qu'on souhaitait pour nous, pour ce tournoi. Et en fait, on s'est dit, vas-y, comment on atteint notre flow ? Et on s'est chacun donné nos meilleurs formats. Genre, comment est-ce qu'on voit le meilleur match de notre vie ? Ouais. Et ensuite, on s'est dit, on a juste à faire en sorte que chacun serve l'autre pour qu'on arrive à ce stade-là. Trop bien. Voilà. C'était quoi, du coup, si on peut entendre ça, le goal, soit toi ton goal perso et le goal en tant qu'équipe, l'objectif en allant au World, justement ? Je pense que le premier, c'était alors, on n'est pas parti... On se l'est verbalisé qu'on voulait... forcément, tu te dis tu vas pour gagner. Parce que si tu vas pas pour gagner, tu gagnes pas. Je pense pas qu'on soit mis trop de pression en se disant il faut absolument s'empêcher, etc. On s'est pas mis le minimum. Après, moi, j'avais fait déjà 2 fois 5e. Et donc, moi, je savais que je voulais faire minimum 5e, voire plus. De toute façon, c'est toujours mieux de pouvoir progresser. Je pense que les gars aussi, ils avaient envie parce que voilà. Et surtout, je pense qu'on avait un bon mot de jeu. On s'est dit, en fait, ça peut marcher parce qu'on savait qu'on pouvait être porté par le public. Ça, c'est vraiment un truc qui nous va. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. C'est vraiment votre équipe, elle a le profil parfait pour être la coqueluche de absolument tout le monde. Bah oui. Et je pense que moi, je me sentais dans le cas de figure où je me disais, ok, on a tout, on s'entend super bien, on se fait super confiance. Moi, j'ai déjà joué avec Quentin, du coup, au dernier Worlds. On avait aussi, en fait, on avait 2 backgrounds. On disait, on est aussi là pour Théo et Gabe. On a aussi le fait que je suis une Flinta et que peut-être on va réussir à passer ce gap. Ça, vous avez déjà verbalisé ce truc-là dans le café avant les Worlds ou c'est toi qui l'as en tête ? Tu parles de Flinta. Oui, le Flinta. Ouais. L'objectif Flinta. Je sais pas si, en fait, c'est rigolo parce que je pense que les gars le portent aussi sans s'en rendre compte, mais je pense que en fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est moi, les équipes où je me sens le mieux depuis quelques années, c'est les équipes où les gens ne pensent même pas à mon genre. En fait, on est juste des coéquipiers et il n'y a pas de on va le faire pour toi. En fait, on est tous ensemble et je sens que la confiance, elle est de 100%, qu'il n'y a pas un seul doute sur mon niveau par rapport à mon genre. Et donc, moi, c'était un objectif personnel, même si, pour être tout à fait honnête, je pensais pas que ça serait moi qui ferais ce premier move. J'étais persuadée que Lisa y arriverait, par exemple, parce qu'elle a cette rage et qu'elle le verbalise très fort. Mais moi, je me suis dit, si ça arrive, ça sera chouette. Mais moi, j'y allais pour gagner. Je pense que c'est un réflexe naturel de se dire ça pour quelqu'un comme Lisa, parce que c'est un profil vachement plus tape à l'œil tout de suite. Donc on se dit genre, waouh, elle est trop forte. Effectivement, parce qu'elle est très forte sur plein d'aspects, ou en plus peut-être, je pense que, je sais pas, c'est toi qui vas me dire, mais peut-être que, oh là, la balle, oh, de Dieu. Peut-être que les Flinta, elles sont mises peut-être déjà dans une case de base, comme tu nous as raconté tout à l'heure avec Bobby et Poulet, tu vois. Et Jojo, elle nous en a déjà parlé dans un épisode, etc., où tout de suite, on vous projette, nous, tout de suite vers l'arrière du terrain, et pas vraiment vers l'avant, et elle casse un peu ce carcan-là aussi, Lisa, je pense. Oui, je pense qu'elle est arrivée, et que la question, de toute façon, s'est jamais posée avec elle. Impossible de la mettre à la cage. Elle s'est dit, elle est arrivée, elle s'est dit, non, mais moi, je ne jouerai jamais cette position-là, comme le font, en fait, naturellement, beaucoup d'autres joueurs. Et c'est vrai, je pense que, alors ça l'était encore plus il y a quelques années, il y a 15 ans, les Flinta étaient plutôt une position défensive parce que l'engagement dont faisaient preuve les Flinta était peut-être un peu moins
la balance semblait plus déséquilibrée puisque le sport était plus basé sur l'interaction physique et donc plutôt le côté un peu quasiment ok, on y va pour se donner des gros coups d'épaule. Or à l'heure actuelle, je pense que le sport a tellement switché dans l'intelligence et dans la technique, qu'en fait ça a complètement lissé ça. C'est ce que je réponds aux gens. Je leur dis et alors vous êtes une fille dans un sport majoritairement masculin, et je suis là oui, mais ça fait quoi d'être grand dans un sport où tout le monde est petit? Voilà, c'est juste une différence qui vient plus influencer. Je pense juste que naturellement, on a un plafond de verre qu'on se met. Que vous mettez vous-même. Je pense. Alors, en tout cas, que d'ailleurs sûrement on vous met aussi d'ailleurs. Moi, je pense que je l'avais et qu'un jour, grâce à Daniel qui m'a dit non, mais en fait c'est possible, et grâce à les résultats, grâce aux encouragements, ou même me sentir dans une équipe où je fais partie intégrante de l'équipe. Ce plafond, il explose et du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite. Ouais, juste disons-le clairement parce que c'est peut-être pas clair. T'es la première joueuse à être sur un podium. Les Worlds. Ouais. Flinta. Des Worlds, oui. Des Worlds, t'es première joueuse à être sur un podium des Worlds, exactement. Parce qu'au Euro, il y avait déjà eu Anna Synthèse, mais pour le coup, elle, c'était vraiment l'archétype de la gardienne pure, vraiment pure. Et puis c'était un polo à l'extrême, très longtemps. Jamais on l'a vu sur le terrain. Oui, non, elle ne sortait pas du tout. C'était comme, Et elle n'était pas encore en pignon fixe à l'époque. Pignon fixe, maillé avec la tête la plus longue possible selon le rule set pour que ce soit un râteau et que tu puisses pas passer le truc. C'était pensé pour ça, quoi. Elle avait pas du tout l'équipement pour être ailleurs que dans le but sur le terrain. Ça, c'est sûr. Mais... Toi, ce rôle-là, du coup, moi, j'ai l'impression que ton rôle, il a vachement évolué, évidemment. Notamment là, ça s'est vu à Taïwan, ton rôle sur le terrain. Toi, tu le ressens comment, ce truc-là? Tu veux dire de passer de la défense et de passer dans autre chose ou... Ouais, et puis est-ce que tu arrives à est-ce que tu crois qu'il y a eu des moments clés un peu de ça? Tu parles de Daniel quand vous avez joué ensemble. Alors peut-être effectivement le fait d'être dans un contexte juste entre joueuses, du coup il y a plus la pression de non, tu restes derrière tant que tu ne sauras pas jouer derrière, tu ne peux pas jouer devant. Toi, t'arrives à le placer un peu ça à des moments? Je pense que jouer avec Didier à Lexington, ça a été la première fois de ma vie où je me suis dit, en fait, genre ils se sont pas posé la question une seule fois. Théo et du coup Quentin, ils m'ont dit viens, on va jouer les Worlds. Ouais. Et en fait, il n'y a pas eu une seule fois où il y a eu un doute sur le fait que je méritais autant ma place que eux sur le terrain et que je pouvais être aussi en attaque, aussi en défense. Et ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est sûrement dans ma tête. Donc maintenant, je vais faire le max. Quand j'ai joué avec Malabar, je savais, au vu des joueurs, des profils qu'on avait, que ma position la plus forte était la défense. Et c'est moi qui ai choisi. C'est pas vraiment... Ouais. J'avais presque honte à un moment de me dire, merde, ils vont croire, les gens, que je suis en défense. Ça, c'est un truc classique. Hein. Voilà. Jojo, je sais qu'elle m'en parle souvent aussi. Elle dit, putain, les gens, ils doivent se dire ça. Et je dis, mais en fait, si c'est toi qui choisis les choses, c'est clair. C'est ça. Et là, c'était moi qui choisissais parce que je sentais dans cette équipe que c'était moi et c'était mon meilleur rôle. Il était ici. Ouais. Et qu'en plus, j'apportais à mon équipe en étant à la cage et en pouvant les driver. Et il y avait Mas qui était en défense avec moi, qui avait la maison. En fait, on avait une vision commune. Et après, avec Quentin, Baptiste, etc., cette saison, je m'étais dit, ok, j'ai prouvé que je pouvais être la meilleure gardienne. Maintenant, je vais prouver autre chose. Et je vais prouver qu'en fait, je peux jouer ailleurs que dans les cages. Donc, c'était vraiment mon objectif de l'année dernière. Okay. Donc, il se trouve que ça a plutôt bien marché. Bah ouais. Et du coup, il s'est aussi trouvé que Baptiste, lui, déteste être le deuxième goalie. Donc, vu qu'il n'arrive pas à être de double goalie, à chaque fois qu'il était sur le terrain, c'était moi qui était du coup double goalie et c'était lui qui était à la cage. Okay. Donc, j'étais obligée d'être dans l'action. Et en plus, du coup, dans les relances, de devoir y aller. Donc, ou de mettre des golden goals. Ou de mettre des golden goals. Voilà. Et du coup, pour le coup, d'analyser le jeu, moi, ça m'a permis de... Généralement, je commence à la cage, je regarde un peu la phase du jeu, je comprends comment les joueurs vont et où est-ce qu'ils vont. Puisque en tant que gardienne, en fait, on apprend à lire les jeux. On se dit, ok, lui, il part toujours à gauche. Bouchard, il vient toujours shooter à ma droite. Et avant, il shootait toujours dans mon bottom. Et maintenant, il a compris que c'était ma roue avant. Donc, je sais où est-ce qu'il va partir. Ouais. Donc, en fait, même en attaque, ça devient plus simple. Ouais. Là, du coup, Jenny, j'étais là, ok, elle est gauchère, il faut aller shooter à droite. Ouais. Et tout le monde allait shooter à gauche. Tout le temps c'est à un gauche, truc de ouf, ça. Nous, on l'a dit. Les gens, ils n'ont pas écouté ou quoi. C'est des malades mentaux. On a vu des non mais c'est malade. On a vu les finales des aînés. Et t'es là, c'est la finale des aînés. Vous êtes les meilleurs joueurs et joueuses des aînés et vous attaquez 4 fois de suite sur le mauvais côté sur une gauchère. Elle a rien besoin de faire. Elle a rien besoin de faire. Personne dit au gars qui part seul, va à gauche, va à droite, machin. Et tu dis, mais c'est marrant, ça rejoint le truc j'avais déjà parlé de ça dans un autre épisode, mais notre nouveau gardien là au hockey.
Et le mec a tellement passé de temps à la cage qu'il mentalise tout et c'est vraiment une mine d'or. C'est un truc de malade. On a un autre gardien qui a un super profil aussi, mais qui lui va beaucoup plus être dans le reproche et dans le mais les gars, putain, y a personne et tout. Donc lui, il te met la pression sur comment il t'oriente. Mais l'autre là, le gars qui est là depuis 2 ans avec nous, putain, c'est une mine de renseignements sur ce que tu dois faire. Pars comme ça, fais comme ça. Non, lui, il t'attend au milieu, passe par la gauche, machin. C'est un truc de ouf. Comme à la cage, tu vois tes potes faire erreur sur erreur, toujours la même machin. Derrière, t'es là, tu dis, putain. Ouais, mais t'as le mindset du gardien qui va se plaindre et qui a raison. Et il te met un coup de presse comme ça, mais tu sais pas vraiment ce que t'as fait faux. Tu sais juste qu'il est fâché, donc que t'as fait de la M. Ou t'as le gars qui te dit, là, t'as fait ça comme ça, fais-le comme ça la prochaine fois, tu verras, ça marche, tu le fais, ça marche, t'es là, ok, mec, merci. Et c'est trop bien, ça, d'avoir vraiment quelqu'un qui profite du fait d'être derrière et qui peut utiliser l'intelligence et le savoir accumulé. Là, toi, Ah, bah, moi, quand je suis à la cage, le double goalie, c'est pas lui qui décide où il est. Pour moi, c'est moi qui dis, mets-toi là. Attends, parce que je sais que je vais emmener l'offenseur à un endroit qui sera le plus simple pour moi pour arrêter le but. Ouais. En fonction du profil, si c'est un gros shooter, bah, je veux pas l'emmener dans son shoot. Ou alors je veux qu'il shoot, mais je veux qu'il shoot loin, parce que plus il shootera loin, plus je pourrai arrêter la balle. Ouais. Et du coup, par exemple, je sais pas, il y a des joueurs, je sais qu'ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde pour passer ensuite derrière mon défenseur. Et donc moi, je vais pas bouger à la cage. Je vais jamais couvrir l'avant parce que je sais que mon défenseur, au moment où il va couvrir le gros shoot, il va chercher mon bottom et du coup, je l'attends là. J'ai juste même plus besoin de faire de raclette. Hop, je lève ma roue, je la mets au centre, il shoot dans ma roue et du coup, ça part derrière. Ça, c'est marrant, ça me rappelle quand vous avez gagné le Hells Bells avec Johanna et Lisa à Berne. Je me souviens de ce moment, je sais pas si tu étais là, si tu l'as vu aussi, mais j'ai vu que... Non, mais je veux dire, moi j'étais à côté, donc je l'ai entendu, mais je me souviens de Johanna qui dit à Lisa, maintenant tu vas au but. Tu vas te mettre au but parce que déjà, t'as besoin de te reposer toi aussi pendant le match et t'as besoin d'être derrière là et de regarder ce qui se passe un tout petit peu pour comprendre ce qui se passe. Donc je me souviens de ce truc où elle l'a forcé à aller au but et lui dire genre va t'asseoir sur la chaise là et regarde ce qui se passe un tout petit peu, ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, bah oui, parce que quand on est dans le jus, c'est ce que me disait Brice, il me disait toujours mais moi quand j'ai le sang qui monte au cerveau, je vois plus. Donc j'ai besoin que tu me dises quoi faire. Mais en fait, il y a des moments, c'est important de reprendre la cage ou de passer en défense. Et là, c'est pour ça que le format 4, pour moi, j'adore, parce que tu peux aussi sortir. Et du coup, tu regardes le match de l'extérieur, t'es là, attends, l'énergie qu'on vient de mettre, c'est ça. Et du coup, tu peux analyser et tu peux dire, ok, maintenant, je vais rentrer et je vais changer l'énergie. Parce que je sais que maintenant, la faiblesse de l'équipe, c'est cette énergie-là et pas celle qu'on est en train d'utiliser. Donc ouais, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens. C'est pour ça que moi, je trouve que la position défensive, et je le dis souvent, c'est la défense, ça va faire gagner un tournoi. Là où genre l'attaque fera gagner un match. Donc voilà. C'est beau. Ouais, elle a des punchlines. Elle est stressée avant l'épisode. Elle a des punchlines mieux écrites que c'est quoi ton meilleur, ton petit moment Madeleine de Proust maintenant des Worlds? C'est ton petit moment cadré dans ta tête, un de tes moments préférés sur le terrain? Bah, je vais pas mentir, un moment mettre un golden goal. Nous aussi, c'est notre préféré. On a tellement surtout que je mets 2 buts. On est sur un match où on arrive pour, là, on y va pour aller à la 4e place. Comment vous l'abordez juste le match? Vous vous dites un truc avant? Attends, juste c'est contre qui? Contre Nemesis. Nemesis, ouais. Moi, j'avais regardé le match juste avant qu'ils avaient joué contre l'équipe de Lévin, où Lévin, du coup, et en plus, je me souviens de coach, j'ai dit, mais shootez à droite, mais prenez le temps. Je connaissais un peu les profils des joueurs et on se dit, ça va le faire. De toute façon, c'est des ricains, ils vont essayer de shooter fort, ils vont essayer de trouver. On se dit, ok, faut faire attention à lui, parce qu'il est un peu sneaky. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il, celui qui, non, c'est pas Juan. Ah si, Juano, il était un peu dans la force. Donc on se dit, faut faire attention. Juano, il va, comme il a passé tout le monde, il va essayer. Il a un peu le gabarit où il est très rapide, il est mobile et en plus il est assez stock au niveau de son physique. Il y a le tout petit qui a l'air d'être assis sur son vélo. Jake, lui, c'est un tueur. Voilà, et lui, il est horrible. Lui, il a l'air de rien, mais en fait, c'est ça. C'est long un stick, tueur. enfin trop bizarre. Trop bizarre son style. Exactement. Et là, fauteuil, un peu Burge dans le style. Trop bizarre, mais trop fort. Là, il y a un danger, et après, il y a le grand blond. Je crois qu'il parle français en plus. Qui a été à Genève. Bien sûr, je m'en souviens. Ok. Et du coup, lui, je l'avais vu à Guadalajara quand j'étais allé au Les Armies. Et du coup, je me souvenais. Un add-on pour ce tournoi-là, qui n'était pas avec eux, les tournois d'avant. Et du coup, je me dis, ok. Et Jane, je sais qu'elle est à la cage, principalement. À gauche. Donc voilà. Et donc, je me dis, ok, ça va être. On se dit, ok, on fait comme d'hab. De toute façon, ça va marcher. On avait le petit train, du coup, qu'on avait mis en place tout au long du tournoi. On s'est dit, en fait, au début, on voulait faire des grandes passes parce qu'on s'est dit, ça sera plus simple, on passera la moitié du terrain. On fera comme Silvio, on fera comme Morgan et Bouchard. Mais en fait, la surface était horrible. Ça c'est bien. Trop grippy, donc ça marche pas. Le petit train, c'est efficace.
étonnamment, les définis équipes. le petit train, s'il te plaît. Le petit train, c'est quelqu'un qui avance. Donc, on avance tout droit, par exemple, le long de la board. Et en fait, au lieu de faire le shoot, on va faire juste un drop, mais derrière. Et c'est-à-dire que Donc, tu essaies de déborder sur le côté et forcer la défense à venir sur toi. En gros, c'est un drop, soit un drop droit. C'est-à-dire qu'il y en a un et il va continuer des coups en tournant derrière la cage. Soit on fait un drop croisé, c'est-à-dire la personne va se déporter sur la droite et du coup l'autre peut aller à gauche. Voilà. En fait, on a la possibilité de toujours tourner. C'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité d'avancer en faisant des petits mouvements de recul, un peu comme au rugby, j'imagine. Ok, c'est aussi un truc qui est très très commun. Vu que tu dois passer en premier avec le puck la ligne bleue pour rentrer chez l'autre pour pas faire hors-jeu, il y a un play qui est très très commun, c'est que le porteur c'est un ailier, donc un attaquant, il passe la zone bleue et tout de suite derrière il y a son défenseur et qui lui va s'arrêter très proche de la bleue pour pouvoir prendre son shoot et en s'arrêtant, évidemment que l'ailier t'es obligé de le suivre en tant que défenseur. Donc toi tu vas le suivre. Une fois qu'il drop, t'as ce moment que toi tu utilises d'ailleurs pour mettre le golden goal, me semble-t-il, parce que vous le faites 2 fois, vous tournez sur vous-même et il refait un drop. Et t'as ce moment, ce gap qui se fait, où si là tu prends ta frappe, t'as un truc. Et c'est tout con, mais c'est utile. Cette strat, elle est super utile. Et c'est vrai que t'adapter au terrain, c'est hyper important, parce que des fois, tu te mets martel en tête d'avoir des plans de ouf, et t'arrives et en fait, la board rebondit pas. Donc tous tes plays là vont pas marcher. Le sol, il est affreux, donc pour tes contrôles, va falloir quasiment mettre ton vélo à chaque fois en opposition pour pouvoir arrêter la balle, parce qu'une fois sur 2, elle va jumper au-dessus de ton maillet. Enfin bref. Donc là, on s'est dit ça. Affreux, et c'était vraiment. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait des petits drops. Alors, en plus, ça s'adapte très bien à mon jeu, puisque moi, je suis plutôt de nature à pas avoir l'offense facile, c'est-à-dire aller prendre le grand shoot. En fait, quand on me voit arriver, on se dit pas, ok, elle est en position de défense où elle est sûre d'elle-même. Là où je suis très sûre de moi en défense, là, j'ai peut-être un peu plus de doute. Et du coup, c'est sur ça que j'ai joué. En tout cas, pour le moment où je shoot, parce que en plus, j'entends Punch qui me dit, va pas trop loin, pousse pas trop. Et là, je me dis, si, en fait. Genre, aujourd'hui, là, à ce moment-là, je vais prendre le shoot et personne s'y attendra. Exactement, parce que c'est vrai qu'il est super contre-intuitif, ce shoot. Il y a quelqu'un qui est collé sur toi ou ça passe dans le bottom. Il y a quelqu'un au milieu, puis elle, c'est d'ailleurs ça qui trompe Jenny, je pense. Oui, il y a quelqu'un. Alors là, je pense que le golden goal en question, il est quand même un peu chanceux, parce que c'est vraiment, le shoot est bien. Ouais, tu tires du bon côté déjà. Tu tires du bon côté et tu tires, comme tu dis, à un moment où ils s'y attendent pas, tout simplement, en fait. Et ça, on n'arrête pas de dire. Mais il y a ce truc aussi on fait pas attention, mais très très souvent, on a l'impression que si on est marqué par quelqu'un, il n'y a pas de shoot possible. Mais c'est vrai que prendre le bottom bracket, c'est une arme de malade, qu'on utilise encore, à mon avis, trop peu. Mais quand quelqu'un te couvre, si t'arrives à tirer dans son bébé, t'as un avantage de ouf, parce que le goalie, il voit que dalle. Oui. Tu vois son bottom bracket, donc pas dans son vrai bébé. Non, tu tires jamais dans le bébé de quelqu'un. Et c'est pour ça que moi, je guide mon double goalie, parce que si mon double goalie me cache, en fait, les 3 quarts du temps. Nous, combien on s'en est pris? Ma carrière se résume à perdre au golden goal sur des doubles bébés, parce qu'on s'aligne dans toutes mes équipes. Mais moi, c'est pour ça que je lui dis, tu bouges pas, parce que c'est moi, je sais où est son bottom, et du coup, c'est moi qui mets ma roue devant. En gros, je ferme, et du coup, si lui bouge, en fait, il nique ma stratégie. Donc, effectivement. Moi, c'est marrant, ce truc-là. Je parle pas tellement à mon deuxième goalie quand je suis dans cette position-là. Je fais un truc encore plus con. Enfin, très con, c'est pas con de parler à son double goalie, c'est que je mets ma canne déjà dans son trou. Et tu vois, je bouge ma canne en me disant, c'est le seul endroit où elle peut venir, et tu mets déjà ta canne, mais ça se passe pas, ça marche pas toujours. Alors que la roue, ça ferme tout. Moi, ça m'a bluffé, parce qu'après, donc, vous gagnez ce match sur ce golden goal, et vous enchaînez contre Arte pour justement ce match, du coup, dont on a parlé, qui a été remis dans le streaming de Denis Laquet, là. Je trouve qu'il y avait tous les ingrédients pour qu'il y ait déjà, on a réussi notre tournoi après ce golden goal. On a déjà vécu presque le highlight en plus. Et je trouve hyper fort d'avoir gagné derrière. T'arrives à nous raconter un peu entre les 2 matchs comment ça se passe pendant le match Alors, oui, parce que juste ce que tu veux dire, c'est qu'il y a le syndrome du... on est combien déjà là? On est combien? Yes, on est au moins 4 des Worlds, c'est génial. Et puis en fait, après, tout le monde décompresse et tu perds parce que t'es... Exactement. Et ça nous arrive pareil. Classico. Tout le monde. Classico. En vrai, on n'avait pas commencé bien le tournoi, parce que le premier jour, alors du fait du nouveau vélo aussi, moi ça marchait pas du tout. Il a fallu que je change un petit peu tout le setup, j'ai changé mon ratio, parce que le premier jour on n'y arrivait pas. Les fameuses téléportations dont vous avez déjà parlé, elles étaient nulles le premier jour. On a fait sortir 4 fois la balle, on s'est pris des pénalités parce qu'à chaque fois, dès qu'on ouvrait la porte, on était 4 sur le terrain, la balle elle sortait. Mais c'est énorme que vous ayez continué et que ça a été aussi payant. Mais le premier soir, on s'est dit ok, là ça va pas. Et le vendredi, je me souviens de Baptiste qui nous dit ok, maintenant les calculs, on peut plus perdre. Là, si on veut être dans le top, si on veut progresser, on perd plus. On s'est dit ok, il faut faire attention à ça. Maintenant, on fait juste hyper clair. Et du coup, quand on a fait les sorties, c'était plus là, on était là-bas, c'est plus la personne qui est dehors, qui appelle, et puis d'un seul coup, il y a un doute.
on est vraiment sûr de nous, quoi. C'est celui qui sort, il hurle, l'autre il sort et c'est clair, quoi. Donc on a malgré tout, même si on a l'air d'être un peu chill, on s'est dit ok, on y va sérieux. Sur le stream, ça se voyait, il y avait un vrai focus. Justement, et c'est hyper bien d'ailleurs quand Los Angeles ils mettent les 2 caméras sur les côtés là on s'en rend compte tout de suite. On voit que vous êtes en train de gueuler. Elle rentre. Et Baptiste, pareil, vous êtes super focus, ça se passe hyper. Enfin, franchement, ça se voit que c'est très 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 payant ces moments-là. On est très sérieux entre nous et jusqu'au bout, on est vraiment à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi moment et du coup. Pendant tout le tournoi, là juste après qu'on ait Nemesis, il y a encore 2 matchs, je crois, juste avant qu'on s'y remette. Et on est là, on fait comme d'hab. En fait, on avait cette stratégie aussi. On sort, on mange toujours un petit bout, on fait attention à l'abus de l'eau, etc. Donc prendre soin de nos coéquipiers. En vrai, on boit une bière. Hein. Et moi, je bois une bière et je suis moi, je hurle sur le stream. Je suis là, mais j'aurais peut-être pas dû boire cette bière parce que justement trop excitée d'avoir mis le golden goal. Et en fait, on commence le match et on se dit, ok, ça fait 3 fois qu'on joue Arte et ça fait 3 fois qu'on fait un tie. On a fait un tie aux Euros, on a fait un tie à Lyon et on a fait un tie dans les poules. On se dit en fait c'est la fois où on va décider qui est vraiment la meilleure équipe. Et je pense qu'on part avec un mental qui est plus léger. Où on se dit en fait on est en train de survoler notre tournoi. On s'est trouvé dans toutes nos catégories. Je sais que quand c'est Punch qui est en première ligne, on va pas suivre la balle. Quand c'est Quentin qui est en première ligne, on va faire jeton. Vous êtes sûr de ce que vous avez construit jusqu'à là, quoi. Il y a plus de doute, quoi. Toutes les phases et toutes les lignes fonctionnent. Je sais que par exemple, dès qu'on va me faire sortir, on va avoir une ligne qui est plus offensive dans ce sens-là. Mais du coup, si on veut être offensif en petit train, ça va être plus moi. Si on veut une ligne très défensive, on va faire sortir Punch. Et du coup, en fait, on les connaît toutes. Et quelle que soit la ligne, en fait, on peut les changer toutes les 2 secondes. On les change assez rapidement aussi. Quentin toujours dehors, mais Quentin qui rentre assez vite. Et je crois qu'on se sent juste hyper confortable et que pour nous, c'est sûr qu'on va réussir. Et voilà. Et on est tellement sûr de nous que... Vous prenez un lead assez rapide dans le match, qui est confortable, mais du coup, après, il y a une vraie pression qui est mise en face. Ah oui, ils sont hyper forts. Titre. Et ça, vous le gérez comment? Vous êtes senti la tête sous l'eau à ce moment-là, ou vous êtes senti vraiment en mode genre, on sait très bien ce qu'ils sont en train de faire, il y a pas de souci, on leur laisse la balle et ils sont en train de rater tout ce qu'ils doivent rater? Moi, je me sens pas la tête sous l'eau. Après, sur la fin du match, je suis dehors, donc je le vois de l'extérieur. Mais pour moi, ils vont pas réussir à rattraper. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai aussi appris. Et c'était quelque chose que j'avais demandé pour les Worlds à Perpignan. J'étais allée voir tous les top teams et j'avais demandé à chaque joueur individuellement qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que quelqu'un puisse vous battre. Et j'avais notamment demandé aux Mongrels, un par un individuellement, et ils m'ont répondu le mental. Et je me suis dit, si tous les joueurs me disent que ce que je peux entraîner le plus pour gagner un tournoi, c'est mon mental, c'est ce que je vais utiliser tout de suite. Si on est sûr qu'on va gagner, en tout cas, si on a tellement confiance en ses coéquipiers, en tout ce qui se passe autour, que ça va le faire. En fait, il n'y a pas de risque que ça. Et si ça le fait pas, c'est pas grave parce qu'au moins on y était déjà. Ça, c'est un truc que tu verbalises pour toi et à ta team aussi, ou juste pour toi? Moi, je le verbalise pour moi. À l'heure actuelle, je me dis tout le temps, en fait, ça va le faire. Parce qu'en fait, si je suis sûre de moi, je stresse pas, je suis pas en train de faire des moves nuls. Même si j'y arrive pas, je me dis c'est pas grave, la prochaine fois j'y arrive. Et je pense que ma team aussi, leur dire, en fait, on se supportait tellement, on était là, c'est pas grave, on y va. Même mon père, on était là, c'est pas grave. Il y a des matchs où dans les poules et même dans les phases d'élimination, on est contre des Américains ou des Australiens, on perd. Et on est là, c'est pas grave, on perd 2-0, on va le faire. Et boum, on finit par gagner. Ouais, ça c'est énorme. Ça a toujours été nous, le fameux bench de Bordeaux où on gagne. Je crois on est avec la team à Picsou, on s'appelle. On est en train de battre Paris. Je crois qu'on gagne 7-0, un truc comme ça. Puis c'est Hugo qui est là. Il y a 0-0 les gars là dans la team d'en face. Il est là, il y a 0-0. Puis mais bouffon et tout. Puis il est là, alors, il y a 0-0 les gars. Puis 7-1, 7-2, 7-3. Puis il y a 0-0 les gars. Et il reste peut-être, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure. Et ils nous battent quoi. Ouais. Et les gars ils remettent. Et chaque fois il y a 0-0. Et au début tu le prends en rigolant. T'en prends 2 de suite, tu commences à et toi, c'est juste le fait aussi que lui verbalise ce mantra d'équipe d'en face et que toi tu l'entends. Au début, tu le prends pour une blague, puis après tu commences à le prendre au sérieux. Puis c'est un putain de la comparaison est pas bonne, mais c'est un petit cancer qui vient puis qui commence à grignoter. T'es là, non, mais s'il avait raison. Et puis en fait, juste ça, il a planté la graine et c'est foutu. Alors que là, par exemple, dans le game, quand on voit que eux peinent. On sent que, je sais pas, il y a des matchs comme ça où toi tu le regardes et tu dis, ils le mettront pas. Puis il y a tout qui va dans votre sens. Ouais, mais parce que vous faites les efforts au bon moment et tout est bien calé, etc. On pourrait croire vite fait que c'est de la chance parce qu'ils mettent des poteaux, des machins, des trucs, mais
en fait, c'est les seuls trucs que vous leur laissez. Mais oui. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu vois, les dernières secondes, maintenant, quand je revois le match, je suis là, oh, Quentin, il a quand même célébré juste quelques secondes un peu trop tôt. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a tous vu ça. C'est violent. Là, Et puis, ça aurait pu- clairement. Là, tu peux faire la blague. Mais c'est vrai qu'aussi, pour le coup, vos téléportations, donc c'est le principe d'utiliser la personne qui est parce que la règle qui est toujours en vigueur, même si certains chouinent, certains beaucoup, que tu peux donc sortir sans aller taper pour revenir en jeu si tu poses le pied. Et comme les portes depuis de nombreux tournois sont placées dans les coins arrière de ta propre cage, évidemment que ça devient énorme comme avantage de faire ça. En gros, tu vas mettre, je pense, 3 secondes si tu es organisé contre 6 secondes pour remplacer quelqu'un. Et 6 secondes, c'est une éternité. Et vous avez la chance, vous, d'être dans le bon sens parce qu'en face, ils sont pas dans le bon sens. Ils n'ont pas la porte du bon côté. Donc vous avez le meilleur côté. T'as quelqu'un qui arrive et qui est direct dans l'axe de la cage. Et effectivement, ça nécessite ce que vous avez appris à faire apparemment, de pas merder l'ouverture. Nous, moi, j'ai failli décapiter quelqu'un avec la porte. C'est vraiment un moment où c'est des portes, c'est un enfer, tu la pousses par terre. Mais si ça marche, c'est un avantage de dingue. Et moi, j'hallucinais que cette règle, elle existe depuis Lexington. Et à Lexington, on était quasiment la seule team à le faire, les Genevois. Et tu te dis, ça fait 10 ans qu'on joue comme ça, bientôt, qu'on a ce mode-là. Et c'est encore une surprise pour certaines teams qui arrivent dans le top 10 de voir ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, non, mais c'est ils sont franchement bien organisés. Alors que, effectivement, mais ça nécessite, c'est vrai, il faut que tu dises, comme on est que 4, que la personne qui est dehors, elle doit être casque sur la tête, gants, main sur le vélo, canne prête, parce qu'il n'y a rien de pire que sors, puis ton pote est en train de siroter son truc, il a enlevé les gants, et puis bref. Ça nécessite un tout petit peu de discipline, mais l'avantage, c'est dantesque. C'est 2 fois moins de temps, je pense. C'est sûr que là, nous, pour le coup, on a été sérieux parce que justement, on a peiné sur le premier jour où on a fait la porte qui tombe, j'ai pas mes affaires, attends, je suis en train de... Là, t'as mis tes gants sur la porte, le fameux... Du coup, non, et puis je pense que le mental d'être sérieux, de se dire on y va, en fait, ça apporte... en fait, c'est un respect envers ses teammates aussi, de se dire non, je suis là et je serai toujours là pour toi et on s'y croit. Dans le match. Et puis moi, j'ai envie de croire aussi que... il n'y a pas ce côté, c'est pas mauvais d'être persuadé qu'on va réussir à le faire parce que pour moi c'est de la bienveillance de dire qu'en fait nos teammates, on croit en eux et en fait si on croit en ces teammates de manière infinie, c'est-à-dire on les croit sur le terrain, on leur fait une passe en se disant ils l'ont. Bien sûr. En fait s'ils l'ont pas, c'est pas grave, la prochaine fois ils l'ont. Parce que si on se met à douter de ses teammates, on se met à douter de nous-mêmes et du coup tout le match est dans un... Quand tu fais peu de passes à quelqu'un parce que tu doutes, puis au moment où tu lui fais la passe, comme il a beaucoup douté, il va rater son contrôle parce qu'il est pas prêt et que tu te dis mais j'ai fait cette passe mais j'aurais pas dû, peut-être comme un... Et là ça c'est un enfer aussi, ça mentalement c'est très dur. Ça c'est un petit train qui va dans l'autre sens, ça va aussi très vite. Quelqu'un te fait pas la passe, ça t'énerve, tu veux enfin ta passe, tu l'obtiens, tu rates toi ton contrôle, tu t'en veux à toi, tu t'en veux à la personne de l'avoir fait si tard, ça devient... Ça aussi c'est Le sentiment après avoir battu Arte. Alors ça se voit sur la vidéo, mais sur le moment, l'instant T, la joie, parce que déjà le fait de gagner, ça apporte de la joie naturelle. En plus on se rend compte là qu'on est en train de faire un délire de fou. On s'est dit, Baptiste nous a dit il y a 2 jours, on perd plus. Et on n'a plus perdu. On est vraiment en train de réaliser le home run. Là, on est à fond. Donc, je rentre sur le terrain. Je suis hyper heureuse. En plus, je pense qu'on a vraiment créé une amitié, quelque chose de plus. Et quelque chose qui fait. C'est pour ça que je fais du polo. C'est pas pour gagner des tournois et ramener chez moi une médaille que je mets dans mes toilettes et dire ouais super. Alors qu'il n'y a pas de joueur à Strasbourg. Non, je le fais parce que je suis avec des amis, que je crée des choses profondes. Et du coup là, je suis ultra heureuse. Et donc j'éclate de joie et sur la vidéo ça se voit, je tourne ma tête et je vois Alphonse et Vincent dépités. Et là on voit tout de suite que mon sourire s'efface parce qu'en fait Arte c'était aussi l'équipe que je voulais voir gagner. Pour moi c'était ceux en qui je croyais le plus parce que Vandal a été aussi une équipe dans laquelle j'ai gravité, avec qui j'ai eu ce sentiment où j'étais là, je fais vraiment partie de l'équipe. J'ai appris énormément de choses avec Alphonse sur la stratégie. Je me suis sentie hyper soutenue par Vincent qui prenait pour la première fois pour moi le rôle de gardien et du coup qui me donnait la chance d'avancer. Donc je suis hyper triste pour eux et en même temps je suis là de toute façon maintenant c'est fait, donc je me dis next step. Et là je pense que là on avait atteint notre apogée et effectivement quand on est contre Panthéon, là tu penses comme ça tu sens cet effet là je sais parce qu'en plus c'est pareil, vous marquez en premier derrière contre Panthéon, je crois qu'on marque 3 buts d'avance, je sais plus, et là moi je suis ok, c'est parti, ils vont le faire. Et il y a un point de pivot, tu crois, à un moment je pense que
Panthéon, ils ont aussi ce mental et surtout leur technique, etc. Enfin, tout ce qu'ils appliquent depuis déjà des années. Donc, ils ont la réussite et ils savent que même s'ils perdent 3-0, ils vont gagner. Ils savent très bien comment faire dans ces situations-là. Ils savent très bien. Ils ont plus d'expérience à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont aussi plus de régularité. Ils se connaissent mieux. Nous, on s'est formés, même si on se connaît très bien parce qu'on a souvent joué les uns avec les autres. On est peut-être moins consistants. Et je pense qu'à un moment, ils trouvent juste la faille et en fait, ils l'appliquent encore et encore. Et nous, on n'a pas le temps de la fixer, on n'a pas le temps de se dire, OK, qu'est-ce qu'on doit changer ? Et ils nous ont à l'épuisement. Et je pense que nous, je sais pas, je pense qu'au final, 3e, c'est peut-être mieux que quand on est 2e. Parce que 2e, on n'a pas perdu. Voilà, on n'est pas premier. Alors que 3e, on n'est pas 4e. Donc, il y a une certaine joie. Et puis, au final, je pense que, ils réussissent très bien. Et nous, on se donne à fond. Mais on n'a pas les choses qui font qu'on arrive à conserver ça, quoi. Pour avoir fini 2e, ça se vit très bien, je peux te le dire aussi. Mais... Oui. Et puis je sais pas si j'aurais apprécié de jouer contre la première équipe. Là pour le coup, ils ont quand même bien avancé sur leur tournoi, c'est-à-dire qu'ils ont relativement pas fait trop de fautes, mis à part le suicide de Lucas, si tu m'entends, avec cette raclette sur la joute, sous la roue, là. Alors qu'ils étaient pas là au ref meeting, mais que la première chose qu'a dit Alejandro, c'est on fait pas de folie à la joute. La seule chose que je veux pouvoir faire, c'est aller tout droit, rien d'autre. Et là, du coup, ça aurait pu le voilà. Donc, mis à part ça, j'avais pas très envie de jouer cette équipe-là. Tu sens qu'il y avait une espèce de mood autour d'eux, comme il y a souvent sur ce tournoi-là. Comment ça... Oui. Enfin, pour moi, c'était. Ils ont continué dans leur image d'outcast et puis. Alors, moi, je les ai pas vus du tout aider ou participer au tournoi. Là où on voit Panthéon tous les jours, alors il y avait Alejandro qui s'occupait du reffing, mais même Morgan, il était là pour les wildcards du début à la fin. C'est un champion du monde. Il est présent. Bouchard, pareil. Je veux dire, nous, on est venus. Les gens étaient vraiment supportifs, même des joueurs qui faisaient pas des résultats étaient là. Donc il y a eu cette ambiance de communauté. Et là, c'était un petit peu. Après, je le ressens comme ça. Il y avait cette équipe qui venait, qui faisait ses matchs et c'était bon. On a fait ce pour qu'on est venu, montrer qu'on était les plus forts. Après, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas interagi spécialement avec eux. C'est peut-être quelque chose. Non, je pose la question comme ça à part ça. Il y avait eu déjà ce profil-là. Les Beavers avaient justement ce profil-là. En Floride, ça avait été vraiment affreux, quoi. Enfin, ils avaient été dans leur coin, ils avaient dressé un drapeau américain gigantesque et puis ils s'étaient mis dans une là, ils avaient un drapeau, je crois. Il me semble qu'ils avaient aussi accroché un drapeau. Mais quel pays ? Ils avaient un drapeau je sais plus. Je crois qu'ils avaient un drapeau des Drapers. Ok. Et ils avaient mis leur drapeau dans leur coin et puis ils faisaient ça. Puis ils s'étaient posés. Puis ils étaient juste venus gagner, quoi. Bref. Non, j'allais dire, je voulais remercier. Moi, j'ai eu un déclic là-dessus, tu vois, sur ce truc-là où c'est un peu quand on a fait la saison avec Alejandro, quoi. Et puis. Je pense qu'il y a un moment où il nous a grondé un peu aussi, tu vois, sur ces trucs-là. Et Dieu merci, il l'a fait. Parce qu'on avait un peu tendance aussi à ça, tu vois. À venir, faire nos matchs, pas vouloir se fatiguer, à faire des trucs pour les autres. Moi, alors je vais parler pour moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours fait mes devoirs. Non, c'est vrai, plus que moi, ça c'est sûr. Aller RFA et tout ça. Et toi, t'as quand même aussi un peu step up à ce niveau-là. Après... peut-être toi. Combien de fois on a balayé le court, combien de fois on a vraiment. Je me souviens un peu à Berlin, tu vois, où lui il avait un sac à dos mais d'une lourdeur d'organisation et en fait il nous a dit mais en fait les gars, vous avez juste à vous pointer à cette heure-là, à faire du reffing carré. Et puis après, vous êtes tranquille. Vous faites ça pendant une heure et demie. Vous faites ça bien. Et après, chacun fait ça et ça va être super. Et Dieu merci. Moi, j'avais besoin de ça, tu vois, d'entendre ça et puis qu'on me le dise. Puis c'est clair que je veux dire, c'est une rognure d'ongle par rapport à ce qu'ils faisaient, quoi. C'est un truc de malade. Mais là, il paraît que, je savais pas, mais que les Gulls sont pas venus à leur shift de ref. Je sais pas. Mais je suis pas du tout étonné parce que c'est vrai que c'est un truc de, nous, on est là pour gagner, pour machin, pour tu vois, Brendan s'est refé, on l'a déjà vu. Mais évidemment qu'ils savent refé, c'est pas ça le problème en plus, tu vois. Le truc, c'est que eux, ils ont une mission au-dessus de celle des autres, je pense. Mais je dis ça en connaissance de cause parce que je pense que c'est comme ça aussi que toi, tu t'es vu faire ça. Complètement, pendant des années complètes, quoi. Mais du coup, si on considère qu'on gagne dans un tournoi de polo, le polo, gagner en étant quelqu'un qui est pas apprécié, en fait, c'est pas gagner. Non, ça sert à rien. Et puis moi, j'ai l'impression que participer au fait qu'on fasse grandir notre sport et que ça soit, là, on parle de s'investir dans l'organisation du tournoi, du reffing, c'est forcément le faire progresser. Si tout le monde faisait un peu de reffing, tout le monde progresserait. Le côté Flinta, c'est la même chose. Si on s'investit dans, aider les minorités à atteindre cette forme d'équité, forcément, on va faire progresser. Et j'ai l'impression, en tout cas,
moi je le ressens depuis peut-être 2, 3, disons 4-5 ans. Hein. J'ai l'impression que même ces anciens joueurs qui étaient peut-être... Morgan a aussi peut-être eu cette image à un moment très fermé, il parle pas beaucoup, il s'investit pas beaucoup. Morgan, là, pour moi, à Taïwan, il parle... Jour et la nuit. Hein. Ouais, et je trouve que ça, c'est ce pourquoi je joue ce sport-là. C'est pour ces valeurs-là, en fait, que je mets de l'énergie dans ça. Ok, je je suis d'accord. Ouais, j'ai envie de me dépasser dans un sport, mais je le fais parce qu'il apporte des valeurs qui, pour moi, répondent à des choses qui sont au-delà d'un sport. Et voilà, et on le retrouve dans le polo, et je trouve ça important que tout le monde le fasse. Et c'est pour ça que moi je jouerai qu'avec des gens qui répondent à ces valeurs-là. Je jouerai jamais avec un mec qui joue pas par exemple avec des flintas sur des tournois. Je crois qu'elle allait me sortir un blaze. Lui jamais. Non mais par exemple quelqu'un qui valorise pas le fait de jouer avec des flintas en dehors d'un tournoi mandatory mix, je suis là-bas, non, désolé. Si toi, c'est pas dans tes valeurs de base et que tu choisis, et en plus tu viens maintenant me voir moi parce que peut-être j'ai une réputation, je suis là, mais en fait, c'est encore plus nul. Ouais. Donc en fait, c'est surtout pas avec toi que je jouerai. Et si par exemple, c'est quelqu'un qui va se dire, ah non, mais moi, le terrain, je veux surtout pas traîner autour de l'ambiance, je vais faire mon match et après je me cache, je me dis, mais en fait, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de jouer avec cette personne, bien sûr. Voilà, genre, on vient à un tournoi, il faut aider, on peut ranger, balayer le terrain. Tu vois, il y avait de l'eau partout, on est balayé les flaques. Ouais. Les pauvres, ils jouent les wildcards, c'est le torrent. Ouais. Ça vaut le coup de juste enlever la flaque. Ah ouais, il y a mettre la main à la pâte, c'est clair que c'est important. Et puis c'est vrai que tu te dis, si tu gardes ces équipes-là, parmi ces joueurs qui ont ce mindset-là, si t'as que ça, t'as rien à côté. Oui. Il y a pas de tournoi en fait. Ça. Donc t'es obligé de. Et si on veut faire progresser le sport, et si on veut le faire progresser dans le bon sens, il faut valoriser les gens qui vont faire avancer les choses, et pas forcément les gens qui refont. Oui, c'est vrai que ça importe peu de savoir que c'est la 5e fois que tu gagnes les Worlds, si au final. Oui. Tout ce qu'on peut-être pas le sport, c'est juste toi, quoi. Ouais, c'est juste des petits posts Instagram avec beaucoup de likes, tu vois, mais pour faire une petite conclusion avant que j'aille jouer mon prochain match, toi, t'arrives à le quantifier un peu, le ressentir en toi, les bases de taf qui sont faites justement pour avoir plus de tournois mixtes, forcer ces choses-là, forcer les équipes mixtes. Peut-être que les gens commencent à prendre enfin des meilleurs réflexes aussi quand ils composent leurs équipes. Alors je dirais que c'est une question qui est complexe à répondre parce qu'elle est vraiment en fonction du prisme. T'as 8 secondes parce qu'il joue dans 8 secondes. En fonction du prisme où tu prends la question. Moi, à l'échelle de ma carrière qui est de 15 ans maintenant, clairement, le changement, il est clair. Ouais. Je veux dire, il y a 15 ans, moi, il y a 15 ans, quand on faisait des pick-up avant les tournois, et c'est un pick-up fort, et j'ai déjà entendu un mec en anglais dire, ah ouais, mais on avait dit c'était un pick-up fort, et il y a une meuf sur le terrain. Et j'étais là, mais mec, je parle anglais, en fait. Et le gars, du coup, il voulait pas jouer avec moi. Du coup, j'ai joué dans l'équipe en face de lui, et je lui ai mis, j'ai mis des buts, et il était, ah, désolé, je pensais, et j'étais là, quoi, parce que je suis une meuf, tu t'as présumé de mon niveau. Alors qu'à l'heure actuelle, et je pense que si c'est très sain, les nouvelles personnes qui arrivent, elles ont la vision de joueurs et de joueuses qui ont des niveaux incroyables, et du coup elles ont moins ça en tête. Et vu on arrive dans un sport où c'est la base en fait, et c'est la base de se dire, il y a pas forcément de différence. Les joueurs de Strasbourg, quand ils arrivent, je suis la présidente du club, je suis la coach et je suis la meilleure joueuse du club. Quand il y avait un club, quand j'ai essayé de relancer le club, ils se sont jamais posé la question de savoir si les gars étaient plus forts que les filles, puisque la meilleure personne qu'ils connaissaient c'était une flinta. Donc je pense que c'est un exemple qui est donné direct en fait, tout simplement. Et je pense que les efforts sont faits dans le bon sens, et je pense que les mentalités ont changé, et elles ont aussi changé parce que des joueurs que je connais sont déjà venus me voir entre guillemets en s'excusant d'attitudes ou de pensées ou de choses qu'ils avaient présumées dans le passé, et qui viennent dire en fait j'avais tort. Voilà. Et je pense que quelqu'un qui est capable de changer d'avis sur une conviction qu'il a peut-être eue parce qu'il avait pas encore de déconstruction, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et si notre sport est capable de ça, franchement, on n'a pas de limite. Donc l'idée, c'est de continuer un peu dans ce sens-là. Trop bien. Voilà. Ma dernière question très rapide. On a fait un épisode Mercato où on mélange les équipes. C'est quoi la suite? Il y a Salah Didier encore. Vous avez discuté de ça ou pas du tout? Tu veux pas en parler ou... Non, la réponse, elle serait assez simple. Tout dépendra de là où on en est dans nos vies dans 2 ans. Ouais. Parce que je pense que là, imaginons dans 2 ans, j'ai le père de mes enfants et je suis enceinte. Forcément, il n'y a pas de Worlds, mais je pense qu'en fonction des disponibilités de chacun, moi, j'irai avec mon cœur, parce que c'est comme ça que je choisis mes coéquipiers, surtout si c'est un voyage, de choisir des gens avec qui je m'entends bien sur le terrain et en dehors. Potentiellement Salah Didier, avec plaisir. Ouais. Et si c'est pas le cas, tous ces joueurs avec qui j'adore jouer, et en fonction du hasard, je pense. Moi, c'est un peu ma mentalité. J'ai jamais eu la chance d'avoir un club
récemment, avec qui je progresse et avec qui je joue régulièrement. Si c'est quelque chose que mes teammates souhaitent, que je m'entraîne régulièrement, malheureusement, ça peut pas être mon cas. En fonction, on verra. En fonction des propositions, des affinités que je crée à travers les années futures, ça sera possible. Merci Elodie, c'était trop bien à part ça. Cool. Ça, tu le prends pas avec toi? Non, j'ai perdu. Attends, il part sans ses gants, l'autre. C'est les tiens? Tu sais que c'est récurrent, ça, avec lui. Il oublie son matos.